Et voilà, on approche tranquillement des fêtes de fin d'année. Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de la loi des séries. Et on va terminer l'année de la meilleure des manières qui soit avec un vrai coup de cœur fiction. On va en parler. C'est la nouvelle série de Prime Video qui arrive dans 2 petits jours sur l'antenne de Prime Video. Vous allez pouvoir binger les 6 épisodes, dégustez-les s'il vous plaît. Ne les avalez pas tout cru comme le repas de Noël. Vous savourez le foie gras, vous savourez Escort Boy, la nouvelle série de Prime Video dont on va parler avec Julia Gabriel qui est à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir. On va parler d'hommes qui se... Ah bah du coup je suis ravie moi. Bah, tu es forcément ravi. Entre évidemment. des polars tous les vendredis et des beaux hommes, parce que c'est Escort Boys. Escort Boys. Il y en a plusieurs. Il y en a 4. Et pour en parler, on va évidemment recevoir les 2 productrices de cette série, les 2 chanceuses productrices de cette série. L'année dernière, nous parlions dans ce plateau, quasiment à la même époque, nous parlions des Papillons Noirs qu'on avait adorés. Myriam Garbi était déjà à la manette en production dans cette série. Et puis Charlotte Toledano de Taille qui est avec nous et qui est coproductrice aussi de cette fiction brillamment réalisée par Ruben Alves qui est avec nous et qui va raconter une histoire absolument bouleversante de ces 4 mecs obligés de devenir escorte pour sauver le domaine familial d'apiculteur qui est le papa est décédé au début de la série. On va en parler longuement avec vous. On est à 2 jours du lancement. Ça y est, on peut se lâcher, on peut en parler, ça fait du bien et on va en parler. Mais auparavant, je vais vous faire découvrir une bande-annonce d'un projet qui va peut-être vous étonner. Alors, ne cherchez pas forcément à comprendre parce que c'est en coréen. Mais je voulais faire le clin d'œil à l'une des formidables séries que j'avais adorées il y a quelques années sur France Télévisions qui s'appelait Philharmonia, créée par Marine Gassem qu'on adore. Eh bien, les Coréens ont adapté Philharmonia. Ça vient d'être diffusé à la télévision coréenne au début du mois de décembre. Ça s'appelle Maestra. Ce sera diffusé sur Disney+ dans certains pays du monde en Asie. Et voici un petit extrait du teaser. 차세움 씨에게 무대란 어떤 곳입니까? 전쟁터죠? 아주 무자비하고 치열하게 최고의 오케스트라 그냥 되는 게 아닙니다. 내가 온 이상 한필은 최고가 될 겁니다. Voilà pour Maestra, voilà, Strings of Truth, pour cet accent anglais. Ne fais pas de commentaires, s'il te plaît. Écoutez, je me suis pas entraîné, c'est pour ça qu'on va s'arrêter à Maestra. L'adaptation donc en Corée de Philharmonia, qui était une formidable série, sur une femme nommée à la tête de l'Opéra de Paris à l'époque en tant que chef d'orchestre et qui se retrouve non seulement à avoir la défiance de tout l'orchestre qui ne voit pas d'un très bon œil le fait qu'elle vienne diriger cet orchestre mais qui aussi va être en espèce de rivalité de confiance avec une jeune violoniste, un petit prodige du violon qui est joué par l'excellente Lina El Arabi qu'on découvrira très bientôt dans une nouvelle fiction de Canal et c'est ce rapport un peu trouble entre les deux. Avec en toile de fond, évidemment, une maladie dégénératrice du cerveau pour la chef d'orchestre qu'elle essaie de cacher à tout le monde. C'était une formidable série. Marine Gassem, qui avait fait ses armes, notamment sur Shérif, avait créé cette série, réalisée avec une très très belle distribution. Et je fais un petit clin d'œil et j'embrasse Marine parce que ça a été un de mes coups de cœur l'année dernière. Et c'est grâce à Marine que j'ai rencontré Charlotte lors du festival Marseille Série Stories au mois de novembre dernier. Donc c'est comme ça qu'on a pu échanger et parler donc de cette série dont on va parler maintenant longuement. Je le disais, vrai coup de cœur pour ma part de Escort Boys. Avant d'en parler, regardons un petit bout du teaser de cette formidable série. Tu repars quand? Je vais prier pour votre papa. Je repars pas. Charlie, on va redémarrer ça ensemble. Avec quel argent? C'est à toi d'assurer maintenant. C'est du délire. C'est temporaire. J'ai regardé les sites d'escorte. Ici, y a que dalle. Mais si on se professionnalise, on peut vraiment tout déchirer. Et parce qu'il faut retirer le t-shirt en plus. Ah putain. Par contre, faut qu'on assure, hein. On va pas se louper. Faut qu'on passe la vitesse supérieure. On est en train de parler de prostitution. On est toujours la pute de quelqu'un. Mais n'importe quoi, mais tu es un bébé, toi? Je suis un bébé bien équipé. Tu vas où? Discrétion oblige sur ce taf.
Vous avez honte? Ça s'est bien passé avec ta cliente hier? Je pense à quelqu'un d'autre. Je suis paumé. Je gère plus rien. T'as pas mal à servir à rien. Tu veux que je fasse quoi? Dis-moi, tu veux que je fasse quoi de ma vie? Tu passes ta soirée à te frotter, tu veux me faire croire que tu t'en fous des meufs? Tu sais faire ça, c'est pas normal. Hein. Je sais. J'ai tué ma famille. Merci. Messieurs, bienvenue à la cour des grands. Voilà, hyper Escort validé. Boys avec évidemment ces 4 beaux mecs qui sont derrière nous et je salue la musique, l'excellent travail sur la musique qui est fait par Guillaume Ferrand, on va en parler tout à l'heure, mais le thème musical de Escort Boys est une petite merveille. Revenons à la genèse de ce projet-là, comment il est né. Alors je sais qu'au tout début, il y a une série qui vient d'Israël, mais je crois qu'il n'en est pas resté grand-chose en fait. Vous avez pris le postulat de départ et puis vous avez créé votre propre un peu série. Vous avez créé votre propre univers. Un peu, oui. Ouais. Quand Myriam et Charlotte m'ont contacté, effectivement, elles avaient ce projet-là depuis quelques années. En fait, elles avaient acheté les droits de cette série israélienne, très sympa. Et du coup, moi, j'ai tilté déjà sur le nom. Escort Boys, je dis, tiens. Ça s'appelait Milk and Honey, c'est ça? Voilà. Enfin, à la base, Johnny and Knights of Galilée. Galilee. Voilà. Et après, Milk and Honey pour l'international. C'est pas pareil quand vous le dites. Hein. Je conçois que mon accent est vraiment pas terrible à côté. Enfin, là, C'est déjà assez chaud. Ouais, moi j'ai rien dit parce que c'est notre invité, mais il y a quand même une marge de progression. Là. Je le trouve vraiment très talentueux. Et je pense qu'il peut mieux faire. Non, mais là, en fait, je cherchais le titre. Ouais, ok. Et je Parce me que disais, c'est est-ce que c'est Julien, ça genre waouh, petit déjeuner sur le plateau. Donc voilà, Milk and Honey. Ah, Et du coup, oui, vraiment le titre, j'ai tilté et je me suis dit, il y a des choses à dire. Voilà, c'est quelque chose qui me parle en fait sur. Ça m'intéressait justement de parler du masculin aujourd'hui, du désir féminin d'aujourd'hui, ce rapport entre l'homme et la femme. Je me suis dit, il y a plein de choses à dire. Et par contre, j'ai dit aux productrices, je suis auteur aussi, enfin j'ai écrit mes films, donc j'aurais du mal à ne pas participer à l'écriture. Mettre ma patte dans l'écriture, et du coup j'ai vraiment réadapté tout ça. Tout ça. Qu'est-ce qui vous a convaincu, vous, au départ, de ce projet-là, de cette idée magnifique et en même temps extrêmement simple? On a 4 hommes qui doivent sauver un domaine et ils comprennent qu'il y en a un des 4 qui est déjà un petit peu dans le métier en tant qu'escorte, et donc ils décident tous de fonder une agence d'escorte chaperonnée par la petite sœur de 17 ans. Qu'est-ce qui vous a convaincu au départ, toutes les deux, Charlotte? Alors en fait, moi, j'ai repéré la série en Israël lors d'un festival. Et c'est vrai qu'au milieu des spy dramas, j'ai vu cet ovni, 4 garçons nus sur un cheval. Je me suis dit, bon, je vais regarder. Je comprends que ça commence à... Je vais regarder. Je comprends qu'on repère plus que des espions, oui, en ça fait, c'est... derrière l'image, il y a énormément beaucoup plus de profondeur au sujet qui m'a intéressée. Et je suis rentrée en France avec ce projet en me disant, il faut regarder. C'était il y a longtemps, c'était en 2017, donc c'était peut-être pas le bon timing. Mais il y avait vraiment un réel concept comme savent les amener les Israéliens. Après, c'était très local, donc il fallait l'adapter. Et trouver le bon endroit où la diffuser. Parce que alors à bien l'époque, beau il n'y avait pas Ouais. encore vraiment les plateformes installées, donc c'était plus compliqué à vendre. Enfin, il y avait des plateformes, mais enfin, on faisait Marseille, quoi. Voilà. Voilà. Donc, c'est vraiment- Non, mais il faut dire aussi que le sexy fait peur. Hein. Exactement. Ouais. Donc, C'est vrai. bah oui. Il y a vraiment un truc, et je me dis, on est en France. Alors que ça on est un n'est pays- jamais vulgaire. Ah, j'espère, en tout Ce cas. plan-là, et ce plan-là qu'on voit derrière vous, cette photo qui est magnifique, je veux dire, c'est une de mes préférées. Je l'aime beaucoup, qui rappelle un peu les teen dramas à l'américaine, où vous avez ces petits jeunes qui sont sur un lac et qui réfléchissent à la vie. Et on a un peu ça avec ces 4 mecs-là, 4 mecs qui réfléchissent à leur vie, à ce qu'ils sont, à ce qu'ils vont devenir. Et cette photo-là, il y en a beaucoup des plans qui sont magnifiques, mais celui-ci est vraiment très très bien. En tout cas, c'est une proposition. L'idée, c'était de faire quand même une série avec un canevas de départ assez classique, d'en faire une série singulière. Mais pourquoi la Camargue et pas Paris? C'est trop évident. Il fallait quelque chose. Il fallait vraiment décaler complètement. Oui, et puis parce que aussi c'est la réalité sublime. sociale de la campagne, de la Camargue, et de ces garçons qui sont quand même nulle part, avec
tout ce qui est la problématique du chômage, etc. Donc mais on se posait la question, parce que la semaine dernière, on avait les auteurs de Panda, la nouvelle série de TF1 avec Julien Doré, et qui se passe aussi en Camargue. Et c'est vrai que la Camargue, elle a quelque chose d'assez singulier dans les décors, et peut-être que c'est ça qui vous a guidé aussi, c'est que on peut s'imaginer être en Camargue, mais en fait, on peut aussi s'imaginer être dans un territoire américain. Et j'imagine que peut-être à la production, à l'international, on n'a pas de repères, on a des repères qui sont peut-être anglo-saxons, et que ça aide aussi peut-être... l'érotisme, parce que Panda est aussi sur un registre un peu sexy, et je trouve que ça fait complètement voyager l'imaginaire. Ça fait un peu western, quoi. C'est le Texas français. Moi, j'ai découvert quand je suis arrivé, vraiment les jeunes, et c'est pas du bluff, quoi. Ils sont habillés avec les chapeaux, les gardiennes, et ils ont 20 ans. Et moi, j'ai découvert un endroit incroyable. Mais moi, vraiment, artistiquement, ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'est une espèce de métaphore un peu parallèle entre le taureau, parce que c'est une région de taureaux. Voilà, donc il y a une espèce de puissance, de virilité, on va dire, de l'homme, de masculinité, et aussi ce côté, le cheval blanc camarguais qui est toujours en liberté. Donc c'est une espèce de... Ils ont envie de partir, de bouger, de liberté, voilà. Et en fait, tous ces parallèles-là me parlaient beaucoup. Donc, dans la sensation, j'ai ancré ça là-bas. Ça avait vachement de sens pour moi. Et en plus, je ne connaissais pas la région. Et moi, j'adore découvrir. Moi, je connais très peu la Camargue. Mais alors, là, en 2 séries, je découvre un territoire qui est absolument phénoménal. Quand on est producteur ou productrice d'une fiction, qu'est-ce qui drive les impératifs entre les choix d'un réalisateur d'avoir des comédiens ou des comédiennes particulières dans une série et le travail des producteurs qui parfois peut-être aussi c'est de se dire bon, il faut qu'on ait une distribution qui soit en rapport avec la chaîne, avec les ambitions internationales. Comment on choisit? Il a toujours été question de toute façon de prendre 4 héros, pas forcément très très connus. On a évidemment Guillaume Labbé qui est en tête d'affiche et qui lui a une petite notoriété, une belle notoriété maintenant, mais on a toujours... Les fans de Plus belle la vie ne seront pas dépaysés. Voilà, aussi. Donc, ils ont tous chacun des expériences très différentes. On n'a pas forcément l'habitude de beaucoup les voir en télé. Et l'idée, c'était de s'appuyer aussi sur un casting féminin avec des guests, des caméos forts, un peu comme dans 10%. Ouais. Donc, l'idée, c'était vraiment de créer une bande, ce que Ruben a fait admirablement. Et c'est pas du chiquet, hein. Ils s'entendent très, très, très bien au naturel. Dans la vie, et ça transparaît à l'écran, je trouve. Est-ce que vous les avez choisis aussi pour qu'ils symbolisent finalement, en les voyant là, on a un petit peu, et quand on a vu la série, on se rend compte de ça, 4 étapes dans la vie d'un homme, par exemple. Ces questionnements, on a le plus jeune qui se pose vraiment des questions sur sa sexualité, voire même, vous le verrez, sur son orientation sexuelle. Enfin, il y a beaucoup de choses, en fait. Oui, c'est vraiment... En fait, ils sont en construction, ces hommes-là. Donc, ils sont en construction et puis ils apprennent à être des hommes d'aujourd'hui. Donc, à travers le désir des femmes, effectivement, vous parlez de, par exemple, Corentin Fila qui joue Zach, qui est le plus jeune. Lui, il a été un peu plus biberonné au porno. Donc, il a appris, en fait, à reproduire des... Voilà, et du coup, il sait pas, il se plante un peu, il connaît pas vraiment le corps de la femme, il se fait coacher par, vous verrez, plusieurs clientes, et du coup... et quel client? Voilà, et donc, oui, et puis après, d'autres, avec des réalités différentes, avec Thibaut Évrard, qui, du coup, lui est marié, a un enfant, donc ça, c'est autre chose aussi, parce que du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comment on compose Exactement, parce que du coup, le couple bat de l'aile un petit peu, mais après, est-ce que ça va pas... Avec Nadia Rose, il est marié avec Nadia Rose. Exactement. Et Thibaut Évrard, alors vraiment, j'aime les quatre comédiens, mais Thibaut Évrard, moi, ça a été ma découverte dans Paris Police 1900. Je trouve que ce type, il fait partie de ces comédiens qui ont une gueule, vraiment. Et il est bouleversant dans cette série. C'est un ancien gardien qui a eu un accident et qui ne peut plus monter. Et vous verrez, il y a une séquence dans un épisode où il est en liberté avec son cheval retrouvé. Enfin, c'est magnifique. On peut remettre les 4 mecs là, s'il vous plaît. Moi, j'étais bien. Je suis un peu déçue. On va se calmer. Alex, là. Bah oui, t'es un peu froid d'un coup. T'es un peu froid, d'accord. Justement, on avait un sujet qui aurait pu être casse-gueule, parce que ça aurait pu être sulfureux, ça aurait pu être tout ce qu'on veut, et ça l'est jamais. Ouais. Et ça l'est jamais. J'imagine qu'en tant que productrice, c'était important aussi pour vous, et c'est pour ça que le choix de Ruben était le bon. Oui. Ouais. Non, on a rencontré plusieurs profils, mais on l'avait vraiment spoté pour des raisons très claires. La tendresse, un côté solaire qui transparaît de ces films, dont on avait besoin vraiment sur cette série. Et c'est pas une comédie, c'est une dramédie. Ouais. C'est un genre très difficile. Et il y a peu de gens en France qui
sont capables de le faire, et de bien le faire. Fait partie. Enfin, il y en a qui sont capables de le faire, mais pas bien. Oui. En tout cas, ce qui se transparaît de ces films, en tout cas pour moi, c'est cette tendresse, ce côté solaire. On passe du rire aux larmes, on est touché en permanence, et avec beaucoup de fond aussi. Et puis une humanité, il est ancré dans son époque en fait. Je peux pas ne pas parler de votre travail sans parler de celui qui vient se superposer dessus, parce que le travail de Guillaume Ferrand à la musique, il est tellement en symbiose avec votre travail à vous. Comment vous avez travaillé tous les deux? Parce que il a composé notamment des thèmes qui sont, mais on peut parler aussi de ceux qui choisissent les chansons, on en reparlera peut-être après, mais parce que ça raconte aussi quelque chose de l'histoire. Mais là, le thème de Escort Boys de Guillaume Ferrand, il est dingue. En fait, déjà, moi, Guillaume, je ne le connaissais pas, et je travaille depuis tous mes films avec quelqu'un qui s'appelle Raphaël Amburger, qui est donc la personne qui me trouve toutes mes musiques, et on traçait un travail en commun. Et il m'a parlé de ce garçon, il m'a dit on va le voir en concert, je veux que tu le rencontres, je pense que ce serait la bonne personne. Et je suis allé le voir en concert, et en fait c'est l'éclectisme qui m'a frappé, parce que il fait de la très bonne musique, mais quand on lui parle, il s'adapte alors moi, le premier rendez-vous que j'ai fait, j'ai dit alors je voudrais une musique qui est de la nostalgie, donc mais moderne, avec des sons modernes, et que ça me rappelle quand même le côté hispanique, parce que c'est la Camargue et c'est les Gitans. Et il me regarde, il me fait OK. Et puis là, Raphaël rajoute et ça serait bien qu'il y ait des la nostalgie du fado, parce que Ruben est quand même portugais, donc ibérique et tout. Et il me regarde, et là je fais putain, il va nous prendre pour des dingues en fait. Mais moderne, avec des sons modernes. OK. Et 4 jours après, il m'envoie un truc, j'écoute, et là je fais OK, j'envoie aux filles. C'était Myriam, et là, ils ont fait. On l'a dans la tête tout le temps. Tout le temps. C'est pas faire offense de dire à Charlotte que je l'ai appelé, je sais pas combien de fois, pour savoir est-ce qu'on peut écouter la musique, qui d'ailleurs va sortir, faut le dire, la BO sort en même temps que la série. Moi, quand j'ai écrit mon papier sur la série, je l'ai comparé un peu à ce que faisait Cosma à une époque sur les grands films de potes. Je sais pas si c'est une référence implicite ou pas, mais. Pour moi, c'est meilleur rêve. J'adore. Moi, j'aime ce cinéma-là, justement, de Sauter, les histoires de potes qu'il y avait dans les années 70. Moi, ça me plaît beaucoup. Là. Et une très belle série, moi je trouve qui a toujours été injustement, qui n'a pas eu le succès mérité, mais qui passait sur TF1, qui s'appelait Mes amis, mes amours, mes emmerdes, et qui était une comédie de potes aussi, qui avait notamment Stéphane de Groot, et qui était aussi une belle découverte. Mais le travail sur cette musique incroyable, et sur les chansons, on l'a mentionné à côté. Il y a une bande originale de Guillaume qui est dingue, mais les choix des chansons, on se dit que vous avez dû douiller au niveau de la production, parce que c'est quand même des très gros titres. Vous n'êtes pas non, mais c'est beaucoup de travail de Raphaël Amburger avec son équipe Hamburger Records, à vraiment dealer, parce que envoyer, de parler directement au label, aux artistes, de dire regardez, c'est important, on dit quelque chose, c'est pas juste anecdotique, Oui, on a envoyé des images à certains moments. Ah, c'est chouette. Parce que c'est vrai que sur le coup, j'imagine que il faut les convaincre de se dire votre chanson va être assimilée à une série sur des escortes. Voilà. Ça peut faire peur. Le thème, effectivement, comme on disait tout à l'heure, effraie. On peut vraiment proposer des fictions où on viole les enfants ou et rester dans le top 1 de Alexandre. S'il y a la minute coup de gueule, moi j'aimerais quand même bien pouvoir. Visiblement, les violeurs, c'est top 1 de Alexandre. À la fin de l'émission, il va peut-être remonter. Moi, je vais rally for you. Je suis pas ravie de ce top 3, Alexandre. Non, mais ça fait peur. C'est vrai que le fait, ça fait peur. Les gens veulent du glauque. Nombreuses situations, ça a été un repoussoir. Voilà, dans le choix des décors, on s'est porté sur cette thématique-là, dans le cadre de la production. Et puis, effectivement, oui, ça peut effrayer, mais heureusement qu'il y a un discours, il y a un vrai discours construit derrière, et sensible. Et là, non seulement ça, mais en plus, les chansons retirent le poids de toutes les séquences qui auraient pu être dramatiques, ou glauques, ou pas. Oui, il y a toujours un décalage qui fait que c'est intéressant. Moi, j'adore la séquence de l'épisode 3 avec la boxeuse amoureuse, parce que je trouve que c'est mais la voix d'Arthur H, mais mélangée à cette déambulation de Guillaume dans les rues, de cette pression qui retombe sur cette femme et tout avec ses patrons. Enfin, c'est une séquence qui est absolument Pascal Arbillot, qui est absolument formidable et qui est terrible.
on a vu les quatre hommes. On va voir une autre photo parce que je ne peux pas ne pas la mentionner. On va la voir apparaître. Marisol Fertard. Obsédée. Elle est là, Kelly. On se calme, on va se calmer. Moi, passion Kelly. Qui joue donc Charlie, la petite sœur de 17 ans qui va prendre en charge le réseau d'escorte de son frère et de ses potes. Donc Marisol Fertard que le public avait découvert notamment avec Demain nous appartient, où elle avait un rôle dans les premières années de la série, et que je trouve que là franchement pour moi c'est une des révélations de cette série. Elle est incroyable jusqu'au bout, on n'en dira pas plus, mais jusqu'au bout elle est incroyable. Comment le choix s'est porté sur elle? Alors moi je ne la connaissais pas, je n'avais pas vu, je regarde pas beaucoup voilà, je ne la connaissais pas. Et je l'ai découverte sur une masterclass que j'ai donnée à des élèves, des jeunes acteurs. Et j'ai été bluffé par cette gamine, la voix. Ouais. Et du coup, je lui fais faire une scène. Je la regarde, je fais oulala, là, il y a du potentiel de dingue. Et je lui dis, alors maintenant, tu me fais la même scène. Mais là, tu pars, tu donnes tout, mais dans une autre direction. Et là, je regarde et je fais OK, stop. Et je l'ai en tête, voilà. Et dans le casting, avec Pierre-François, je lui ai dit, mais attends, j'avais vu une fille il y a 1 an et demi ou il y a 2 ans. Et puis on l'a retrouvée, et voilà. Et c'est incroyable parce que le personnage est dingue. Elle est à la fois jolie et complètement innocente. Elle est tout et pas son contraire d'ailleurs. Elle a la complexité d'une jeune fille de 17 ans, mais elle l'incarne et avec côté de ces 4 mecs, elle aurait pu se faire écraser par le poids de ces 4 mecs. Elle émerge complètement. Ouais. Ce que j'aime bien dans ce personnage vraiment, c'est que justement, alors elle est jeune, elle n'est pas faible. Elle est très féminine, mais elle a son masculin qui est très affirmé. Et ça, j'aime beaucoup ça. Et d'ailleurs, dans la série, j'ai essayé de faire beaucoup ça, d'inverser un petit peu, de casser un petit peu les codes du masculin, du féminin. Peut-être que les garçons ont la partie féminine plus exacerbée et les femmes plus. Et elle, vraiment, elle a vraiment porté ça avec brio. Marisol, c'était. Il y a des comédiens ou des comédiennes qui vous ont dit non sur le projet? Qui ont eu trop peur du... Notamment chez les femmes, peut-être? Ouais, des guests qui... Non. En fait, c'était plutôt sur des moments, c'est des timings. Mais pas par rapport aux emplois du temps, je veux dire. Parce que oui, que des acteurs disent non, ça arrive pas. Oulala, j'ai pas envie de faire ça. Non, on a eu des craintes. Sarah Stern, qui est dans la série, elle n'avait jamais fait de série intime. Elle a été flippée. Mais il y avait une coach d'intimité sur la série? Alors, non, parce que, en fait, alors, on nous a proposé. Moi, j'ai demandé aux acteurs. J'ai dit, est-ce que vous en voulez? Et les acteurs m'ont dit, on n'a pas besoin. Ah ouais. Tu fais confiance. Et après, chaque actrice, je parlais beaucoup en amont avec elle pour parler effectivement de ce qui allait se passer. Et on parlait avec l'acteur avant. Trop bien. Il n'y avait pas de mauvaise surprise. Pas du tout. D'ailleurs, la petite anecdote, par exemple, vous parlez tout à l'heure avec Kelly Rutherford, l'américaine. Du coup, j'en avais pas parlé avec elle. Belle Rose Place quand même. Ouais, Gossip Girl. Gossip Girl. Scream. XOXO. Et Scream, elle survit pas beaucoup. Oui, mais bon, c'est Kelly. C'est Kelly. Et donc, il y a ces séquences-là avec Simon Alracher. Et quand elle est arrivée sur le plateau, je dis, bon, il faudrait qu'on se parle. On avait un petit temps avant. Effectivement, elle dit, mais parce que je lui fais un French kiss. Donc, mais un French kiss, c'est la langue, c'est pas un petit smack. Et on s'est dit, mais mais c'est quand même une américaine, c'est peut-être un souci, le French kiss, il faut qu'on en parle. En même temps, elle l'a lu, on en a parlé vaguement, mais pas. Et donc, on s'est posé. Et c'était tellement. J'aurais rêvé de voir cet échange. Parce que là, on revient justement au yaourt. Enfin, au yaourt. Elle dit, Kelly. I have to give you a French kiss. I put the tongue. Et elle regarde, elle fait no. Yeah, d'accord. Why not? Et c'était tellement drôle et du coup c'était trop mignon et en fait je pense qu'elle a vraiment kiffé le French kiss. Ah trop bien. Bienvenue. Elle a fait la Camargue aussi. Plus le French kiss ou plus la Camargue? Close call. Faudra lui demander. Ça se vaut. Le French kiss en Camargue, peut-être que les deux. Mais c'est vrai que c'est une vraie question sur les. On aura peut-être l'occasion de faire une émission sur les coachs d'intimité. C'est un métier qui me fascine. Je sais pas si c'est forcément la meilleure idée qui a émergé de l'Amérique post-MeToo, mais si c'est nécessaire pour ça, de se sentir bien, ça fait plaisir. Qui ont besoin, qu'ils le demandent. Mais il faut pas que ça devienne une injonction sur tous les tournages. Pas que ça devienne et puis ça dépend tellement du réalisateur ou de la réalisatrice, parce qu'il y a aussi des réals qui sont pas forcément à l'aise de briefer, de coacher des acteurs dans ces moments-là. Et le pire du pire, c'est de dire à des comédiens, bon bah là il y a une scène, vous êtes au lit, allez-y. Ça, c'est aussi les jeunes comédiens avec moins d'expérience. Je pense que c'est important aussi
C'est important de les accompagner. Voilà. Et vous le verrez, il y a des séquences qui, à mon avis, jusqu'au bout, n'ont pas été évidents à coacher. Tout à l'heure, Mariam, vous nous disiez que il y avait un côté avec des grands guests façon 10%. C'est parce que c'est façon 10% qu'il fallait qu'il y ait Besnéard qui apparaisse à un moment donné, ou c'était juste le clin d'œil? C'était pour nous vraiment le symbole même de l'agent. Voilà, de l'agent parisien. Et il joue le rôle pas très de l'agent sympathique en plus, hein. de Guillaume. Non, mais moi j'ai grandi avec voilà, pour moi c'est le cinéma, c'est Dominique Besnéard, donc du coup le clin d'œil il était, voilà, je l'ai appelé et du coup il a dit oui, j'étais ravi parce que c'est vraiment, il est dans, encore l'autre jour je regardais C'est de la peur, j'arrive à zapper, c'est vrai qu'elle s'accroche, Chantal Lobby s'accroche, je n'écrirai pas, c'est une merde. Il est dans la Cité de la peur, Dominique Besnéard. Oui, il voit le film et du coup parce qu'elle est attachée de presse, il y a 3 personnes dans la salle qui voit et tout le monde se barre, tout le monde c'est nul et lui il se barre et elle s'accroche à cette et elle dit c'est une merde, je n'écrirai rien sur ce film. Bon, bref, Quand on réfléchit, parce que nous on va faire du lobbying s'il faut pour qu'il y ait une saison 2 et que ce soit en top 1 et que ce soit en top 1 mais vous savez, vous avez déjà réfléchi à des guests, des femmes que vous aimeriez avoir? Ah bah oui. Non, mais entre ceux que lui veut avoir, mais vous, un rêve chacune comme ça, un rêve chacune. un prénom. Il y a les rêves de Prime Video aussi. Ouais. Oui, on veut les vôtres là, on s'en fiche de Prime Video. Peut-être plus américain, peut-être aussi, j'imagine, mais. Ouais, moi j'aime bien les idées d'étrangers parce que ça, il y a aussi le choc un peu des cultures, on l'a vu, des mondes. Ouais. Donc je réfléchis. On peut lancer un appel. Hein, Mais Allez. après on a aussi des guests hommes qui peuvent être intéressants. Aussi. Sophie Marceau, ça pourrait être classe. Dîner derrière elle, l'eau dure. Il y a une petite histoire à la con. Non, bah j'adore Sophie Marceau. Non, mais moi, par exemple, quand je vois des femmes qui s'expriment sur justement le désir et leur sexualité et tout ça, ça me donne vachement envie. Dont, par exemple, il y a 4 jours, j'ai vu Jane Fonda dire... J'adorerais. Je meurs. Dire, ah bah moi, si je devais prendre un amant, il faudrait qu'il ait 20 ans, parce que moi, je veux pas de vieille peau. et je lis ça, je dis, mais qu'est-ce qu'on aime, celle-là. Parce que derrière ces hommes qui, effectivement, doivent réfléchir sur leur corps, il y a aussi ces femmes qui parlent de manière tellement décomplexée de... Moi, j'ai entendu Kate Moss face à moi. C'est super. J'ai entendu Kate Moss. Pas du tout, non. Waouh, la meuf est droguée. Non. La meuf pensait là pour des réalités. C'est fou, j'ai entendu que t'as dit Kate Moss. Non, bah c'est toi qui... T'as dit un autre prénom ou j'ai juste inventé ça? Non, tu l'as inventé. C'est son inconscient qui parle. C'est toi qui le veux. Et Myriam? Cameron Diaz. Ah, trop bien. Ouais. Brad Pitt. Tellement bien. Allez, on rêve. D'accord. Qui est dans notre groupe Media One, c'est un collègue maintenant. Donc c'est très bien. Mais par contre, il faut augmenter le budget pour la saison 2. Là, il n'y a pas de secret. Lobbying. Sans spoiler, pour terminer, comment vous avez construit ce putain de finale? Ça, c'est pour donner envie d'aller aux gens, d'aller jusqu'au 6 s'ils n'ont pas compris, parce que il est incroyable. La toute fin du 6e épisode, on ne spoilera pas, mais c'est à la fois du cliffhanger de fin de saison traditionnelle de série, et en même temps, la mâchoire, elle est encore en train d'être recollée, tellement c'est surprenant, quoi. Je sais pas, c'est faire confiance à l'évolution de ces personnages. Évidemment, c'est de trouver tout le temps du piquant, mais en même temps que ça fasse du sens. Rejoindre un peu tous En fait, moi j'aime tout le temps mettre des choses en filigrane dans ce que je fais, et peut-être que on ne voit pas tout de suite, mais il y a plusieurs couches de lecture, et d'un coup on fait ah oui, peut-être que j'ai et voilà, et peut-être que là ça se rejoint peut-être un peu, tout prend un petit peu sens, je sais pas. Comment s'appelle ce comédien que je trouve formidable, mais je ne parle de son nom, cet homme qui observe sa femme au bord de la piscine et qu'on retrouve dans le final. Gilles Bramley. Il est génial. Il a une tête, il a une présence à la fois magnétique et en même temps extrêmement inquiétant quand même. Il a un regard. Ah ouais. Il est dingue. Mais il faut dire quand même que, au-delà des comédiens qui sont formidables, ils sont mis en scène d'une manière brillante, parce que à la fois la lumière. Je sais pas, on peut citer peut-être le nom du Ah oui, Anthony chef. Diaz, c'est un des chefs-op les plus prometteurs. Là, il est en train de faire Zorro. Lequel de Jardin. Ouais. Et il est vraiment... Enfin, moi, il avait fait un peu de Lupin. Moi, je l'ai rencontré comme ça par un ami réalisateur aussi qui m'a dit rencontre-le. Voilà. Et c'est tout ce que j'aime, parce que il est dans son... Il est très, très actif, super actif. Un peu comme moi. Donc du coup, non. Non, il est versatile aussi, parce qu'il fait Pax Massilia quand même. Oui, donc, de Marshall. Des séries qui n'ont rien à voir. Ouais. Mais qui est aussi en termes d'identité. Voilà, on a beaucoup travaillé sur... parce que voilà, moi
avec la Camargue, voilà, tout ça s'accompagnait. Aussi un travail formidable du chef déco, voilà, pour vraiment, et le chef costume et tout le monde, hein, pour ancrer vraiment, pour que... moi, j'aime quand il y a du caractère, quand ça prend. Caractère, et là, du coup, on dit, allez, on y va. C'est incroyable, et vous les mettez tellement en valeur que je pense que n'importe qui aura envie de tourner avec vous sur une saison 2. Kate Moss, elle fonce là. On espère, comme sur 10%, qu'on va recevoir des coups de téléphone. Mais je pense des parce comédiens, que tout le monde est mis en valeur dans cette série grâce à l'écriture et au talent de la réalisation. On va continuer à parler, évidemment, vous restez avec nous, on va parler cinéma. Je sais que Julia doit malheureusement nous quitter, donc on va te laisser filer. Ouais, d'émotion en fait. She's going to see Kate Moss, maybe. On va juste faire rentrer notre invité suivant. Attends, bouge pas avant de partir. On va lancer le générique. C'est une série qui fait beaucoup parler d'elle sur Apple TV+ depuis un moment, depuis son lancement au mois de novembre dernier. Elle s'inscrit évidemment dans une tradition du cinéma asiatique depuis 70 ans maintenant que ce personnage de monstre a débarqué. La série s'appelle Monarch. Elle vient de débarquer sur Apple TV+, avec Kurt Russell notamment dans l'un des rôles titres. On va voir un petit extrait et par la magie de la télévision, eh bien Julia va devenir Fabien Moreau qui nous remplace dans ce studio. Voici, attends. Voici la bande-annonce et on accueille Fabien dans un instant. Toute la ville brûlait. Et ces mecs-là, ils prenaient des photos. On aurait dit qu'ils s'attendaient que ça. Tu crois que votre père travaillait avec ces hommes? On a trouvé ça dans son coffre. Qui êtes-vous? C'est quoi Monarch? C'est le monde dans lequel nous vivons. Les monstres sont une réalité à laquelle on ne peut échapper. Ces fichiers nous appartiennent et ils sont bien plus importants que ce que vous pourriez imaginer. Cette vision va me donner des cauchemars. Alors soit vous croyez les mensonges de Monarch sur la disparition de votre père, soit on essaie de découvrir ce qui lui est vraiment arrivé avant qu'il soit trop tard. Et voilà, on parle de Monarch. Je voulais qu'on mentionne aussi Monarch et puis plus largement un anniversaire qui se prépare, les 70 ans de Godzilla. Voici ce livre qui est sorti il y a 3 ans maintenant. Alors je le redis, Kaiju, Envahisseur et Apocalypse, l'âge d'or de la science-fiction japonaise, uniquement signé par Fabien Moreau. Je le dis parce que c'est quand même une encyclopédie du genre. Même quand on s'y connaît pas forcément, ce qui était mon cas, on se précipite sur ce livre-là. Merci Fabien d'être revenu. C'est un plaisir parce que c'est vrai que tu connais ce sujet-là sur le bout de tes doigts et que tu en parles merveilleusement bien. Je disais, Monarch a été une des séries très attendues parce que ça s'inscrit dans le Monsterverse depuis le retour de Godzilla. Un mot évidemment, Kurt Russell dans cette série. Qu'est-ce que tu en as pensé? Il y a 5 épisodes, je crois, qui ont été diffusés jusqu'à présent. Il me semble bien, mais tu as peut-être vu la chance d'en voir plus. Donc, qu'est-ce que tu en penses globalement de cette série? Déjà, Alexandre, merci de me recevoir encore pour parler des grosses bébêtes japonaises. Oui, effectivement, donc c'est une série dérivée du Monsterverse, amorcée en 2014 par Legendary Pictures et globalement distribuée par Warner Bros. Mais ici, c'est vrai que la série est diffusée sur Apple. Oui, donc en fait, c'est une série qui revient après les événements du Godzilla de 2014 et qui tente la destruction de San Francisco, tout à fait. Et qui se focalise sur le parcours d'un personnage, donc Kate Randa, qui découvre des choses sur son père et qui va remonter la filiale jusqu'au Japon. Elle va se rendre compte, c'est très des débuts, que son père faisait partie de Monarch, donc cette organisation secrète qu'on voit dans tous ces films, dans tous les films, voilà, qui est le lien dans les 4 films, bientôt 5 films du Monsterverse, qui a pour mission de surveiller et d'étudier les kaiju, qui sont appelés les titans. Donc les gros méchants dans cet univers. Grosse bébête poilue. Oui,
voilà, il y en a des gentils, il y en a des moins gentils, il y en a des méchantes. Ouais. Et c'est évidemment un univers qui se construit petit à petit avec plus ou moins de succès. C'est vrai que c'est compliqué parce que c'est un univers qui est très ancré dans la culture japonaise. Moi, je trouve que les films se tiennent en tout cas plutôt bien. On en prend plein les yeux, ça c'est sûr, en termes de destruction, en termes de budget, de décors détruits aussi, on en parle beaucoup. Voilà, je montre aussi évidemment le Mad Movies auquel tu collabores, j'imagine régulièrement, notamment pour en parler. Voilà, la grosse bébête, elle a 70 ans l'année prochaine. Ouais. C'était compliqué de faire venir ce monument de la culture japonaise aux États-Unis, parce qu'on se souvient que dans les années 90, il y avait déjà eu une première tentative, je crois que c'était par Roland Emmerich, c'est ça? Oui, tout à fait. Qui avait réalisé ce film qui n'était pas forcément génialissime, le Godzilla des années 90. Bah, disons que le film de Roland Emmerich était effectivement une première tentative américaine de faire un long métrage en Occident autour de Godzilla, donc ils ont pris beaucoup de liberté avec la licence et notamment avec le design du personnage qui n'avait quasiment plus rien à voir avec la créature d'origine. Là, en l'occurrence, c'était un iguane qui mutait suite aux essais nucléaires des Français. Ouais, donc c'est la faute à Jacques Chirac en fait. Voilà. Un film qui était quand même extrêmement soigné malgré ses libertés, mais qui aura quand même eu le mérite de donner lieu à une série d'animations télévisées. C'est sur M6. Exactement. Dans M6 Kids. Canal J, puis M6 Kids, donc qui a duré de 98 à début 2000, mais une série extrêmement qualitative et très bien faite dans laquelle Godzilla affrontait de multiples créatures. Grosses bébêtes. Donc les titans, les fameux titans, grands comme ils sont, évidemment, on se demandait jusqu'où ils se planquaient. Bah, grâce notamment au deuxième, on le sait. Hein, ça restaure notamment le mythe de la Terre creuse. Ça, c'est ce qu'on voit dans le dernier face à face entre Kong et Godzilla, qui aura d'ailleurs une suite, mais s'attaquer, voilà, on les voit derrière, regardez comme ils sont gigantesques. Moi qui étais resté sur le film des années 70 avec Jessica Lange, je me disais comment King Kong va pouvoir affronter Godzilla, mais en fait facile quoi, festoche. Ils l'ont agrandi, c'est tout. Voilà. Mais ce duel-là, il existe depuis très longtemps quoi. Oui, d'ailleurs la première fois qu'on a vu King Kong et Godzilla s'affronter, c'était en 1962, donc dans le film King Kong contre Godzilla, qui était le troisième film Godzilla produit par les studios Toho. À l'époque, le studio Toho avait acheté la licence auprès de la RKO qui détenait les droits de Kong. Et même à l'époque, le concept n'était pas du tout pris au sérieux, puisque c'est grosso modo des gros combats de catch où Godzilla et Kong s'affrontent sous les yeux médusés des militaires et des salaryman qui avaient acheté, presque dans le film, ils achètent presque King Kong pour l'amener au Japon. En fait, il y a même toute une histoire où les personnes qui ramènent King Kong au Japon doivent payer des droits de douane pour pouvoir l'amener sur le sol japonais. Voilà, c'était plus un film qui on va dire se moquait du regain économique du Japon de l'époque, et en fait les créatures sont littéralement des icônes commerciales dans le film. On connaît Kong, on connaît Godzilla, et pourtant s'attaquer à cette culture là, c'est bien pour me faire il est énorme, mais c'est dingue, c'est un travail de titan. T'as vu très joli. C'est un travail de titan, c'est incroyable parce que c'est une vraie encyclopédie sur le genre, avec forcément, on se rend pas compte à quel point il y a un public pour cette culture-là en France. Alors ça parle du cinéma, ça parle aussi évidemment de la télévision, puisqu'il y a Ultraman, il y a Spectreman, il y a Kamen Rider dont tu parles dedans. Il y a un vrai public. Moi je ne pensais pas qu'il y avait un tel public en France pour ce genre de support-là. C'est vrai qu'encore moi je m'arrête au début des années 80. Il faudrait qu'un jour je fasse la suite. Effectivement. Là, je m'arrête à 1981, 80. Parce qu'à la fin il y a toute une encyclopédie. Ouais, c'est ça. Vous voyez, c'est. Ah ouais. Il est très beau le livre. Mais pour répondre à ta question, c'est vrai que les fans de Godzilla, ils sont là, mais c'est surtout une niche très spécifique en France. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus répandu de par la nature même de leur espace, mais on va dire qu'en France, ça a toujours été une certaine niche avec des collectionneurs, des fans un petit peu plus anciens. Mais là, c'est vrai que depuis à peu près 10 ans, il y a une toute nouvelle génération de fans qui arrivent, notamment grâce à ces films américains du Monsterverse, notamment au film japonais Shin Godzilla qui est sorti en 2016, qui lui a attiré aussi les fans d'animation japonaise parce que c'est réalisé par Hideaki Anno et Shinji Higuchi. Il y a eu aussi les films d'animation Godzilla produits par la Toho et Polygon Pictures qui sont disponibles sur Netflix. Il y a aussi une série d'animation Godzilla Singular Point qui elle aussi a été diffusée sur Netflix. Donc on va dire que par le biais de l'animé, maintenant on attire vraiment des tout nouveaux fans autour du Kaiju Ega et des fans plus jeunes. Et grâce aux plateformes aussi. Et grâce aux plateformes. Ouvre un nouveau public à plein de supports différents et forge une culture générale en la matière qui est vraiment intéressante. Tout à fait. Par exemple, l'une des dernières grosses séries Kamen Rider Black Sun a été spécialement conçue pour Prime Video.
vidéo. La promo, voilà. Et ça les aide pour la saison 2. Exactement. Et le dernier gros film de la franchise, donc Shin Kamen Rider de Hideaki Anno, est sorti au Japon au cinéma, mais chez nous, il est directement sorti sur Prime Video également. Je fais simple, hein, Kamen Rider, c'est cet héritier des grandes séries qu'on avait nous dans les années 80 comme XOR ou comme d'autres personnages, sauf que lui, il est à moto. Et c'était avant en fait. Et c'était avant, et que c'est ou Son Kukai ou des choses comme ça dans les années. Voilà. C'est la bataille. C'est la même équipe. Et Godzilla qui va donc fêter ses 70 ans l'année prochaine. Autant te dire que j'espère que tu es prêt à faire la suite, hein, parce qu'il faut y aller, avec notamment une actualité autour de Godzilla. On va voir un petit extrait, Godzilla Minus One, qui est sorti en salle de cinéma au début du mois de décembre. Regardez, ça pète partout. Et voilà pour Godzilla Minus One. Comment il est né ce personnage de Godzilla, pour revenir un petit peu, juste pour donner envie aux gens, s'ils n'ont pas déjà, d'aller se procurer ce formidable livre. Comment il est né Godzilla en 54, je crois, hein, ouais, c'est ça 1954, bientôt 70 ans. Donc à l'époque, Tomoyuki Tanaka, qui était producteur pour la firme Toho, voit un de ses projets s'annuler soudainement. Donc ça devait être un film de guerre qui devait sortir pour le 3 novembre 54. Et là, il est mal parce que il a un projet qui vient de s'être annulé et il doit un film à sa société. Donc du coup, la légende veut qu'il aurait imaginé lors d'un vol en avion une créature géante qui surgirait de l'océan. Ça, c'est ce que dit la légende. Mais il faut savoir que King Kong était ressorti au début des années 50, notamment au Japon. King Kong des années 30. De 1933 et avait eu un très très grand succès. Et quelques mois plus tôt, aux États-Unis, était sorti un film qui s'appelle Le Monstre des Temps Perdus, qui était un film dans lequel un dinosaure réveillé par une explosion nucléaire semait la terreur dans les océans du monde avant d'aller à New York. Donc en fait, en assemblant un petit peu ces créatures préexistantes, Tanaka a demandé à Shigeru Kayama, qui était un auteur de science-fiction, d'élaborer le concept de Godzilla, et le film s'est fait en pratiquement 6-7 mois. C'était vraiment urgent, et du coup pour l'occasion le tournage s'est divisé en deux cinéastes. D'un côté on a Ishiro Honda, qui était un cinéaste qui travaillait pour la Toho depuis les années 30, qui était plutôt spécialisé dans le documentaire et le film dramatique, qui avait été assistant d'Akira Kurosawa sur Chien enragé, prend en charge le film, surtout qu'Honda était ancien militaire, donc il a vécu les horreurs de la guerre, donc il voulait apporter une touche... Des bombardements de Hiroshima et Nagasaki. Il voulait apporter une touche pacifiste et anti-guerre au projet, parce que Godzilla, la créature, se voulait aussi une incarnation de la bombe atomique, puisqu'il a une capacité, il projette un souffle radioactif, c'est littéralement la bombe atomique, on va dire, en aérosol, voilà, pour faire... C'est bien résumé. Voilà. Et Eiji Tsuburaya, le créateur des effets spéciaux, lui voulait faire des effets spéciaux à la King Kong, c'est-à-dire l'animation image par image, sauf qu'ils avaient même pas 6 mois pour faire le film, donc ils ont décidé d'incarner Godzilla par un acteur costumé. Donc t'as un acteur qui était dans le costume de Godzilla, qui piétinait des maquettes. Faut savoir aussi qu'il y a une origine dans le Japon, le film a aussi une origine dans le Japon contemporain, puisque quelques mois plus tôt, il y a un bateau de pêche japonais, le Dragon chanceux numéro 5, qui a été exposé à une contamination nucléaire lorsqu'il s'est aventuré dans l'atoll de Bikini, dans le Pacifique, dans l'atoll de Bikini, dans le Pacifique. Donc en fait, c'était une zone de test de l'armée américaine, de la bombe H en fait. Et donc le navire s'est fait contaminer, les pêcheurs ont commencé à développer des maladies à cause des radiations. Et du coup ça a été un des faits divers qui a été à l'origine du projet Godzilla, puisque le film de Godzilla 1954 commence par l'attaque de navires par une créature inconnue, par une espèce de phosphorescence qui vient de l'océan. L'océan. Et le premier film donc a été un carton considérable, puisque il a fait à l'époque 9 millions d'entrées, ce qui était incroyable pour un prototype de film de monstre au Japon en fait. Voilà, c'était un pari fou et ils l'ont réussi. Avec le charme de ces films-là, évidemment des années 50, mais aux États-Unis il y en avait d'autres, hein, des films de monstres qui débarquaient avec ce savoir-faire de l'animation et des effets spéciaux. Voilà, la patine du temps passe, mais la technique elle reste, et ça reste intéressant de voir comment des réalisateurs ont réussi à bricoler entre guillemets pour faire un film qui 70 ans plus tard
tard est toujours là, quoi. Ce qui change pas, par contre, c'est la perception du nucléaire, hein, puisqu'à l'époque, Godzilla a incarné vraiment la peur du nucléaire qui revenait au Japon. Pardon, on est 8 ans après Nagasaki et Hiroshima. Faut s'en rendre compte, quoi. Alors que généralement, dans les films américains, même si des créatures, même si certaines créatures surgissent du nucléaire, c'est fou de voir à quel point le nucléaire a toujours une espèce d'incarnation positive. En fait, c'est toujours presque positif, même là dans la saga du Monsterverse, on nous explique que les essais nucléaires de 1954 dans l'atoll de Bikini ont bien eu lieu, mais pas mais pour détruire Godzilla qui existe déjà en fait. Ce ne sont plus les essais nucléaires qui sont à l'origine de Godzilla, mais en fait ils sont faits pour l'arrêter. Pour l'arrêter, évidemment, parce que ça sert bien et c'est important, mais c'est vrai que quand on voit la façon dont 8 ans après la bombe atomique, les Japonais s'emparent de ça pour en faire un monument du cinéma, on se dit que parfois quand nous en France on entend des gens dire faut pas s'emparer de tel ou tel sujet de société parce que ça fait pas longtemps, on voit que selon comment c'est fait et selon ce qu'on en fait, le message qu'on fait passer, en réalité on peut tout raconter grâce à l'art, et c'est ça qui évidemment est intéressant avec cette illustration-là. 70 ans après, Godzilla existe toujours. C'est reparti pour 70 ans, tu penses? Alors là, l'avenir nous dira, mais c'est vrai que là, il y a un phénomène très intéressant, c'est que beaucoup de gens regardent Monarch, beaucoup de gens attendent le Godzilla X Kong américain là, qui doit sortir au mois d'avril, et Godzilla Minus One, qui est sorti uniquement chez nous pour éviter d'enclencher la chronologie des médias, connaît un succès incroyable aux États-Unis en ce moment. C'est-à-dire que c'est un film qui a été réalisé, je crois, pour entre 10 et 15 millions de dollars, c'est-à-dire un dixième d'un film américain. Et là, aux États-Unis, c'est un des gros cartons de l'hiver dans les salles américaines. Il a été programmé dans 2600 salles et le film se fait un box-office tranquillement. Je crois qu'ils sont à 20 ou 30 millions là en ce moment. Pour ce genre de film est considérable. Voilà. Considérable. Pour dire en ce moment, les deux champions du box-office américain, c'est le Garçon et le Héron et Godzilla Minus One. Donc deux films qui évoquent la guerre au Japon quand même. Et de réalisateurs japonais. C'est ça. Et ça, c'est quand même pas négligeable. Je vous conseille vraiment d'aller revoir ce livre-là parce qu'il est formidable. C'est une sommité, je veux dire, si vous aimez le cinéma, même si vous n'y connaissez pas forcément grand-chose, je pense que c'est un livre à avoir sur sa bibliothèque pour voir un peu comme le grand livre des effets spéciaux qui avait été fait par Pascal Pinto il y a des années. On l'a sur sa bibliothèque juste pour sa culture personnelle, et celui-là en fait partie. Vous verrez, il y a des magnifiques reproductions d'affiches, de photos issues des films, et c'est hyper intéressant, et je vous le conseille vraiment. Ce livre fait par un financement participatif aussi, donc c'est hyper important, sorti fin août 2020. C'est ça. Et ça, c'est vraiment bien fait par quelqu'un qui s'y connaît et qui connaît le sujet, que vous pouvez retrouver aussi dans les colonnes de Mad Movies. On va passer, on arrive à la fin de cette émission, mais je voudrais qu'on remette, juste, Juliane n'est plus là, mais on va remettre nos 4 garçons dans le vent, en voile de fond, face au soleil couchant, si on les revoit derrière, juste pour terminer cette émission. Vos 4 bébêtes. C'est le seul point commun que je trouve avec Escort Boys et ça. Mais beaucoup moins poilu, mais voilà. Un peu moins poilu. Un peu. Est-ce que vous êtes déjà en tête ce que vous aimeriez faire en saison 2? Elle est en écriture. Elle est déjà en écriture? Ouais. C'est la tentation, c'est quoi? De continuer ce qu'on a fait, de ce qu'on a posé? Parce que souvent la tentation, quand on a une pépite comme ça, c'est aussi de monter d'un cran. Comment? C'est un mélange. C'est un mélange. En tout cas, il sera toujours là. J'espère. Ah bah, plus que jamais. Libre à lui. Ruben Alves, qu'on espère vraiment retrouver sur la saison 2. Non, mais de toute façon, vous ête co-auteur, donc vous êtes obligé. C'est contractuel, il faut le garder. On n'a pas le choix. Si Godzilla passe par là, je crois. Non, on n'a pas demandé à Godzilla de faire un striptease quand même. Non. Vous devenez escorte. Un stripzilla. Un striptease. Oh, un crossover. En tout cas, vraiment, pépite intégrale que cette série Escort Boys, qui débarque donc dans quelques jours, 2 jours, sur Prime Video, 6 épisodes. On aime cette série et on avait vraiment envie de pouvoir vous recevoir. Donc merci, bravo d'avoir initié un tel projet finalement, parce que ça fait du bien aussi à la télévision de revoir par deux femmes. Voilà. Par 2 femmes qui initient un tel sujet, et par un homme qui sait à ce point aussi écrire sur les femmes et les magnifier dans la série. Je veux dire que tous les astres sont alignés avec vous 3 pour réussir les cases que d'habitude on coche nulle part ailleurs. Donc il y avait un bon timing, voilà. Ouais. C'est l'alignement des planètes. Ah ouais, mais il faut gens. Vous savez, les éclipses, on n'est pas toujours tous en rendez-vous. Et vous avez réussi à être au bon endroit, au bon moment. C'était important. Voilà, je voudrais... et puis je rappelle, évidemment, Monarch, c'est sur toutes les semaines. Il reste encore 4 épisodes ou 5 épisodes, je crois, à découvrir sur la saison 1, sur Apple TV+. Et puis Fabien Moreau, que vous pouvez retrouver, évidemment, à la tête de ce bouquin, et puis de plein d'autres événements liés à la culture japonaise qu'il défend toujours brillamment. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci à Charlie
chez Prime Video qui nous a permis de faire cette émission, à Françoise De Seyne chez Media One qui nous a aussi accompagnés pour faire cette émission et qu'on remercie beaucoup. Merci à Robinson qui était à la manette pour cette émission. On se retrouve dans quelques jours pour les dernières émissions de l'année et puis on se retrouvera évidemment en janvier pour la suite de la loi des séries. Merci à tous les trois d'être venus. Merci, Fabien aussi d'être à nouveau au rendez-vous. À très vite.